Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question, mais une question fondamentale. Au fond, comment est-ce qu'on crée des richesses dans une société? La réponse, en fait, elle repose sur trois grands acteurs, et on va voir ensemble leur rôle. Et tout ça, ça commence avec un geste tout simple, un geste du quotidien. Alors voilà, on achète une chocolatine, disons 1 euro. On se dit quoi? L'euro va direct dans la caisse du boulanger, non? Eh bien en réalité, le voyage de cette petite pièce est beaucoup plus complexe et fascinant qu'on ne le pense. Non, cet euro ne finit pas juste dans la poche du boulanger. C'est bien plus que ça. En fait, cette pièce d'un euro, c'est un peu comme une clé. Une clé qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne tout notre système économique. Oui, cet unique euro, il a toute une histoire à raconter. L'histoire de notre économie en fait. Alors ce que je propose, c'est de le suivre à la trace. Allons-y, découvrons ensemble comment la richesse se crée et surtout comment elle se partage. Première étape de notre voyage, le moteur. Le cœur du réacteur économique si on veut. Ce sont les entreprises. C'est là que tout commence. Ce sont elles qui prennent des matières premières pour les transformer en produits qu'on utilise tous les jours. Mais alors, une entreprise, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, c'est une organisation qui produit soit des biens, comme notre fameuse chocolatine, soit des services dans le but de les vendre. Et son objectif principal, pour exister, pour grandir, c'est simple, c'est de faire du profit. Pour voir comment ça marche, le premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires. C'est tout bête, c'est le total de ce qui a été vendu. Reprenons notre boulangerie. Si elle vend 10 000 chocolatines à 1 euro, hop, son chiffre d'affaires est de 10 000 euros. Facile, non? Mais attention, ce n'est pas encore ça la richesse qui a été créée. Non, parce que c'est là qu'arrive le concept le plus important, la fameuse valeur ajoutée. C'est ça la vraie mesure de la richesse créée. Comment on la calcule? C'est simple. On prend le chiffre d'affaires, nos 10 000 euros, et on enlève tout ce que la boulangerie a dû acheter pour produire. La farine, le chocolat, l'électricité. C'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Disons 3 000 euros. Eh bien, il reste 7 000 euros. Et ces 7 000 euros, c'est la richesse réelle, la véritable contribution de l'entreprise. Ok, super, on a 7 000 euros de richesse. Mais ils vont où? Alors ils ne vont pas juste dans une seule poche, loin de là. Cette richesse, elle est partagée. Il y a une part pour les salariés, bien sûr, avec les salaires et les cotisations sociales, une part pour l'État, avec les impôts, une autre pour ceux qui ont apporté le capital, donc les propriétaires et les prêteurs, et ce qui reste, eh bien l'entreprise le garde pour pouvoir investir et grandir. Allez, on quitte le monde des entreprises pour notre deuxième acteur. Un acteur qui, lui, ne cherche pas à faire de profit, mais qui est tout aussi essentiel. C'est l'État et les administrations publiques. On peut le voir comme le socle, les fondations de toute notre économie. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, les entreprises, on l'a vu, elles fournissent des services marchands, on paye pour les avoir. De l'autre, l'État, il fournit ce qu'on appelle des services non marchands. Pensez à l'école publique, à la police, à l'hôpital, c'est gratuit ou quasi gratuit. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas le profit, c'est l'intérêt général. Les missions de l'État sont donc cruciales. Il prend en charge des choses que le marché laissé à lui-même ne ferait pas, ou pas pour tout le monde. Et cherche aussi à gommer un peu les inégalités en redistribuant les richesses. Et il faut bien comprendre un truc. Quand l'État investit dans l'éducation ou la santé, ce n'est pas juste une dépense. Non, c'est un investissement qui, à long terme, rend tout le pays plus productif. La question qui vient tout de suite, c'est OK, mais si c'est gratuit, qui paie? Eh bien, ce n'est pas financé par des ventes, mais par ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Ça regroupe deux choses. Les cotisations sociales, qui payent pour la Sécu, les retraites, et les impôts, comme la TVA sur ce qu'on achète ou l'impôt sur le revenu. Évidemment, cette question du financement, c'est un débat sans fin en économie. Il y a cette phrase très connue, trop d'impôts tue l'impôt. L'idée derrière, c'est qu'à partir d'un certain niveau de taxes, on risquerait de décourager les gens de travailler et d'investir, et donc de freiner l'économie. Et ce débat est vraiment complexe. D'un côté, on a ceux qui disent « Attention, des impôts trop élevés, ça décourage, ça ralentit la machine économique ». Et de l'autre, on a ceux qui répondent « Oui, mais des services publics de qualité financés par l'impôt, c'est un investissement indispensable pour avoir une économie plus performante et plus juste ». Il n'y a pas de solution magique, c'est un équilibre à trouver. On passe maintenant à notre troisième et dernier créateur de richesse. Un acteur un peu différent qui est là pour tisser du lien social et s'occuper de besoins très spécifiques. C'est le monde des associations. La grande différence d'une association, c'est son but. Il est non lucratif. Ce n'est pas une entreprise. Le profit n'est pas l'objectif. Si jamais une association gagne de l'argent, en vendant des billets pour un événement par exemple, eh bien cet argent doit être réinvesti à 100% dans sa mission. Pensez au Resto du Cœur. L'objectif, c'est de distribuer des repas, pas de faire des bénéfices. Du coup, pour se financer, leur modèle est un peu un mix de tout. Elles peuvent avoir leurs propres revenus, bien sûr, mais elles dépendent aussi énormément des subventions de l'État, des dons des particuliers et des cotisations payées par leurs membres. C'est ce mélange qui leur permet de fonctionner.
Voilà, on a fait le tour de nos 3 grands producteurs de richesse. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'emboîte, comment ces 3 pièces du puzzle forment un véritable écosystème. Alors, si on récapitule, on a, primo, les entreprises qui sont sur le marché pour faire du profit. Secondo, l'État qui, lui, s'occupe de l'intérêt général avec des services financés par les impôts. Et tertio, les associations dont le but n'est pas le profit, mais la solidarité, le lien social. On a donc 3 logiques bien distinctes, mais qui sont toutes les 3 absolument essentielles. Mais le point clé, vraiment, c'est que ces 3 mondes ne sont pas séparés. Pas du tout. Ils sont hyper connectés, interdépendants. C'est un véritable écosystème. Les entreprises payent des impôts qui financent l'État. L'État, lui, il peut subventionner des associations et il forme la main-d'œuvre. Et les associations, elles, viennent souvent là où le marché ou l'État ne sont pas. C'est cette interaction constante, cette sorte de danse entre les 3 qui fait la richesse d'une société. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Entre la recherche de profit des entreprises, la mission d'intérêt général de l'État et la solidarité des associations, quel est le juste équilibre? Où est-ce qu'on met le curseur? Parce que la réponse qu'on donne à cette question, eh bien, elle définit le genre de société dans laquelle on veut vivre. C'est une réflexion qui, au final, nous concerne absolument tous.